C'est marrant en plus pour un dentiste, c'est une zone de revitalisation rurale. Donc là il y avait une petite dent dévitalisée, toi c'est là où on t'envoie. J'imagine que ça doit exister, il y a même des cliniques où c'est un peu, tu sais, sur réservation, il n'y a pas vraiment une patientèle qui vient un peu juste avec un besoin spot, un besoin instantané. Avec Doctolib, j'imagine que ça s'est vachement démocratisé. Donc t'arrives, t'exerces pendant un mois et après hop, tu vas faire autre chose pendant 3 mois, t'es en vacances. Là il touche à 2000 milliards d'euros d'actifs, 40 millions de contrats, 18 millions de Français. Là c'est vraiment, c'est la bombe nucléaire s'il touche à ça. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, on va analyser le patrimoine d'un dentiste qui vit encore chez ses parents. C'est parti. Notre dentiste, on va l'appeler Tanguy. Non, je rigole. Notre dentiste, il gagne 10 000 euros par mois. Non, il fait 10 000 euros de DCA mensuel, incroyable. 209 000 euros de patrimoine brut, 201 000 de patrimoine net, donc quasiment pas d'emprunt, peut-être une fin de remboursement de crédit étudiant, je ne sais pas. 78% d'actions, 22% de livret, ça c'est du risque, ça c'est audacieux. Le profil, célibataire, 29 ans, pas d'enfant, chirurgien dentiste, j'exerce en libéral dans mon cabinet depuis 2 ans. Donc là, tu viens de lancer l'activité. Je vis chez mes parents depuis le retour des études, je ne paye pas de loyer, mais participe aux courses, etc. Encore heureux, j'ai envie de dire, mon ami. J'ai pas mal de charges liées à la voiture, beaucoup de déplacements en Espagne. Ma compagne est espagnole, étudiante en fin de cursus, ça marche. Je gagne en moyenne 14 000 euros par mois. D'ailleurs, on me demande tout le temps, est-ce que c'est des vrais profils? Oui, c'est des vrais profils. Enfin, on n'invente pas ces profils, c'est des vraies personnes. C'est des vraies personnes. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent en France, même si on a l'impression que c'est dur. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie. Et là, 14 000 euros, 2 ans d'exercice, c'est beau quand même. C'est beau. Les dentistes, j'aurais peut-être dû faire un autre métier, moi. Donc, 14 000 euros par mois, URSSAF et d'autres charges déduites. C'est considérable, mais je ne paye pas encore d'impôt car installé en ZRR. Alors on va regarder ce que c'est la ZRR, parce que ça c'est intéressant. Et je pense que c'est pas la première fois que je le vois ça. C'est marrant en plus pour un dentiste, c'est une zone de revitalisation rurale. Donc là il y avait une petite dent dévitalisée, toi c'est là où on t'envoie. Mais donc on peut regarder, peut-être qu'on va les voir, tiens voilà. Donc on envoie des dentistes dans des zones où il n'y a pas assez de corps médicaux, enfin pas que les dentistes, on envoie des médecins, je sais qu'il y a des kinés aussi. On a quelqu'un dans l'équipe d'ailleurs qui est dans ce cas-là, sa copine elle est infirmière libérale, elle est retournée dans sa région d'origine, la Bourgogne, donc je les salue bien. Et il y avait un énorme déficit de médecins et donc ils ont eu un énorme avantage, ils ont eu le même avantage que toi. Et donc là on voit pas d'impôt, 5 ans, puis des greffis sur 3 ans, donc là c'est beau. Ça c'est vraiment des intérêts composés, faut en profiter à mort quoi. Donc c'est un énorme avantage. Après évidemment c'est pas gratuit, je pense que tu vis pas plein cœur de Paris ou en plein cœur de Marseille, mais plutôt dans un petit bled. Donc forcément faut accepter les conséquences. D'ailleurs tu dis que tu prends beaucoup la voiture, j'imagine aussi c'est juste pour te déplacer et aller voir tes amis ou justement ta copine qui vit ailleurs. Donc c'est quand même un engagement, mais si vous êtes prêt à le faire et si vous pouvez emmener la famille en plus, bah là c'est génial. Donc ça c'est beau. J'ai repris un vieux cabinet sans investir, mais je devrais le moderniser un jour. Alors comment t'as fait ça? Peut-être que tu veux dire t'as juste racheté le cabinet, t'as pas mis d'argent en plus. Mais en tout cas c'est intéressant. Je devrais me faire plaisir. Je me fais plaisir avec des achats compulsifs, des sorties resto en faisant des cadeaux à mes proches. Top. Je peux donc allouer à l'investissement environ 12 000 euros par mois pour le moment, certainement moins dans le futur. Donc ça c'est quand même très 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 solide. Est-ce que tu nous as mis ton cash flow? Yes. Donc 14 000 euros de revenus, ça c'est monstrueux. Investissement mensuel 12 000 euros, donc là on va regarder vers quoi ça va. Donc là tu me disais que tu faisais des folies. 683 euros de vie quotidienne, 663 pardon. 400 euros de courses, un peu de resto, à 200 euros de resto par mois, c'est quand même pas... Ça va, achat compulsif 400 euros par mois, mais ça va, enfin en fait t'es hyper sage. Hyper sage, moi je m'attendais à ce que tu mettes 4 000 euros de sacs, je sais pas, de fringues et de trucs. Franchement tu peux te faire plaisir, tu fais des dons et tout. Non tu peux te faire, enfin t'as vraiment un énorme budget, donc fais-toi plaisir, t'as carrément raison, c'est trop bien. Et à mon sens, enfin, j'ai pas l'impression que tu te prives là dans ton budget, mais tu pourrais dépenser 2000 euros de plus, franchement, ce serait exactement pareil. Alors c'est très bien que tu investisses à fond, mais faut pas se priver. Je pense qu'il faut vraiment que vous trouviez l'équilibre entre votre taux d'épargne maximal. Enfin, en gros, c'est à partir de quel moment investir plus, ça impacte significativement votre bien-être. Faudrait que je fasse un graphique sur ça, parce que je pense qu'on est dans ce qu'on appelle les diminishing returns. Au bout d'un moment, ça sert à rien d'aller au-delà, parce qu'en fait, vous allez tellement être obsédé par le fait que vous n'avez pas beaucoup d'argent pour vivre parce que vous investissez à fond, que ça sert à rien d'aller au-delà de ce palier. En tout cas, toi, tu es à 85% et ça, c'est incroyable. Je pense que c'est le taux le plus élevé qu'on ait eu dans les analyses de patrimoine. En tout cas, le plus gros montant par mois, t'es pas très loin. Il y a eu un joueur de foot quand même. Lui, il gagnait 3 millions d'euros par an. Du coup, tes objectifs. Mon objectif financier est donc de créer un patrimoine conséquent le plus rapidement possible qui me permettra d'être Barista Fire. Qu'est-ce que ça veut dire le Barista Fire? Ça, c'est assez marrant comme concept. Le Fire, vous connaissez, j'en parle assez souvent. Qu'est-ce que c'est? Le Fire, c'est un mouvement qui vient des États-Unis et vraiment le blog qui est le plus connu, je pense, dans le mouvement. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai découvert à l'époque. C'est Mr. Money Moustache et je vous conseille d'aller le voir parce que lui, c'est quelqu'un qui fait du Fire depuis des années et des années. Et je pense qu'il est plutôt dans une logique Barista Fire que vraiment du Fire stricto sensu. Donc le Fire, c'est quoi? C'est
je veux être à la retraite le plus vite possible, donc j'épargne à fond, j'épargne tout ce que je peux, j'essaie de gagner le plus possible, de dépenser le moins, et donc dès que je peux, je m'arrête de travailler, donc c'est Financial Independence, Retire Early, FIRE. Mais du coup ça c'est très dur parce que on est tout le temps en train de se priver et on va vraiment partir à la retraite dès que possible. Donc il y a une autre alternative qui est le Barista FIRE et qui est vachement intéressante parce que le Barista FIRE, donc là on voit, voilà, évidemment l'idée c'est de dire tu peux bosser dans un café et être barista de temps en temps pour te faire un peu plaisir et pour aller gagner un peu d'argent, mais t'en as pas besoin. Et donc tu as un bon équipe, tu as un petit job à côté, mais tu es foncièrement indépendant financièrement. Et donc toi tu es dans le cas parfait parce que tu peux ouvrir ton cabinet peut-être 2 jours par semaine ou j'en sais rien, ou te faire des espèces de sessions, tu vas beaucoup bosser pendant un certain temps en remplaçant quelqu'un qui part en vacances ou qui a un congé mat ou quelque chose comme ça. J'imagine que ça doit exister, il y a même des cliniques où c'est un peu c'est sur réservation, il n'y a pas vraiment une patientèle qui est pas fidèle, j'allais dire, mais qui vient un peu juste avec un besoin spot, un besoin instantané. Avec Doctolib, j'imagine que ça s'est vachement démocratisé. Donc t'arrives, t'exerces pendant un mois et après hop, tu vas faire autre chose pendant 3 mois, t'es en vacances. Donc complètement compatible pour le coup, et t'as raison d'épargner à fond maintenant. Surtout que t'es en ZRR, donc faut profiter. Objectif de vie, voyager avec ma compagne, profiter d'une vie future de famille, posséder notre résidence principale en France, une résidence secondaire en Espagne, on a le droit de rêver. J'ai envie de te dire pourquoi tu rêves là. Pour moi, t'es vraiment, si tu m'avais dit je veux posséder une île dans les Baléares, peut-être. Mais là, franchement, ça semble carrément faisable, surtout que t'es dentiste. Donc t'arrives dans une banque, si tu veux, ils te sortent le tapis rouge, fanfare, et le dentiste est roi en tout cas dans une banque. Donc tu pourras emprunter hyper facilement. Tu pourras déjà acheter ta résidence principale en réalité. Tu mets un apport le moins possible, mais tu pourras déjà acheter ta résidence. Évidemment, toi, vu que t'es en ZRR, est-ce que t'as envie d'acheter, de vivre là où t'es maintenant? Ça, j'en sais rien. Mais tu pourras déjà acheter une résidence secondaire aussi. Faut voir la fiscalité quand même. Et attention réfléchissez bien à où vous voulez vivre plus tard. Parce qu'il faut regarder les conventions fiscales. L'Espagne, ça peut être assez intéressant. Il y a des dispositifs qui sont assez avantageux. Mais c'est quand même, faut faire vraiment gaffe. Il faut mieux se faire accompagner par un fiscaliste. Donc le jour où tu sais que tu voudras vivre dans un pays, renseigne-toi parce que ça aura un impact assez fort. Évidemment, la fiscalité, c'est plus tu vas payer d'impôts, plus tu devras avoir de patrimoine pour supporter le coût des impôts et puis le coût de ta vie. Le cachot, on l'a regardé, ça fait 1 an que je dévore quotidiennement des podcasts, vidéos, notamment Finari, et des livres pour m'éduquer au maximum. D'ailleurs, est-ce que tu as acheté mon livre? Si vous ne l'avez pas encore acheté, je vous mets le lien dans la description. C'est déjà un best-seller, il a été en rupture de stock partout, mais là, c'est bon, il est de retour en stock. Mais voilà, c'est ma petite pierre à l'édifice, j'espère que ça vous aide, et j'ai eu plein de retours de gens qui ont appris plein de trucs, et si vous êtes déjà bon investisseur ou bonne investisseuse, offrez-le à quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de pouce. C'est peut-être plus accessible qu'une vidéo, je sais pas, c'est peut-être pour une autre population, mais en tout cas, j'espère que ça va aider un maximum de gens à vouloir se lancer. Mis à part mon compte professionnel avec entre 5 et 24 trésors en permanent, j'ai un livret A plein, un LEP plein, il devrait sauter à la fin de l'année, ouais tu m'étonnes. Le LEP pour rappel c'est le livret d'épargne populaire, j'en parle tout le temps, le seuil pour quelqu'un qui est célibataire, ce qui devrait être ton cas, enfin célibataire au sens fiscal du terme, c'est... ah non, t'es rattaché à tes parents peut-être. Non, je pense que tu es célibataire. C'est 22 419 € de mémoire, donc bon, de revenus annuels. Toi c'est quasiment ce que tu gagnes en 2 mois, enfin c'est plus que c'est moins que ce que tu gagnes en 2 mois, donc bon. Il devrait effectivement sauter, et donc là tu passeras... tu pourras toujours faire un LDDS, un livret développement durable. Tu as un compte à terme. Alors, il faut savoir que le compte à terme, ça, c'est un truc qui est assez important à comprendre, c'est la courbe des taux. On va regarder la courbe des taux actuelle. Voilà ce que je voulais vous montrer, et ça, c'est assez intéressant. C'est assez rare que ça se passe en réalité. C'est qu'on voit que les taux courts, donc le taux là à 1 mois, il est meilleur qu'à très long terme. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'aujourd'hui, si vous avez un compte à terme sur, là c'est quoi, sur 2 ans, bah, c'est à peu près ici, vous êtes à 2%. Donc vous avez des meilleurs taux courts que des taux longs. C'est génial. Donc ça veut dire ne bloquez pas l'argent. Ne faites pas un compte à terme 2 ans, faites un compte à terme 1 mois renouvelable automatiquement. Ça, vous allez voir votre banque, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Vous faites tout simplement de l'ester aussi. Je pense que c'est quelque chose que tu as envisagé. J'investis régulièrement dans un PEA Boursorama avec l'ETF WPEA. Donc ça, c'est le nouveau ETF iShares sans frais de courtage grâce au partenariat avec iShares, ok, nickel. Et surtout des frais bas. Frais bas, pas de frais de courtage, effectivement, ça c'est un peu le meilleur des 2 mondes. Je ne sais pas si je devrais m'orienter vers une assurance vie, un CTO ou les deux, et j'accepte le risque. Vu mon âge, je ne souhaite pas faire de stock picking. Donc ça c'est parfait, tu pourrais très bien faire les deux. Je pense que dans ton cas, ça vaut le coup d'avoir les deux pour des raisons différentes. C'est vrai que vu le contexte politique, il y a quand même la flat tax qui est en danger. Donc là, le CTO va être moins attractif. L'assurance vie, avant qu'il touche à la fiscalité, va vraiment falloir un choc monstrueux parce que là, il touche à 2000 milliards d'euros d'actifs, touche à 18 millions, c'est 40 millions de contrats, 18 millions de Français. Là, c'est vraiment, c'est la bombe nucléaire s'il touche à ça, donc je ne le vois pas arriver. Donc j'ouvrirai les deux. Et je profiterai des avantages des uns et des autres, surtout que l'assurance vie, tu lances un compteur, c'est sur 8 ans, tu vas débloquer l'avantage. Donc pareil, assurance vie en ligne, frais hyper bas, tu peux te mettre sur la liste d'attente de Finari Life, on va vous mettre le lien dans la description.
Mais en soi, tu peux te mettre chez un bon courtier en ligne, en gestion libre, ça va très bien se passer. Ou en gestion pilotée si t'as pas envie de gérer toi-même, mais t'as un peu plus de frais. CTO, pareil, on va en lancer un bientôt. Mais pareil, vous pouvez aller chez n'importe quelle banque en ligne ou app un peu moderne et vous trouverez des choses très bien. Ou sinon, allez sur la communauté Finari, vous avez plein de comparatifs pour savoir quel est le meilleur CTO. En tout cas, j'opposerai pas les deux. De façon générale, je vois beaucoup de gens qui opposent l'un et l'autre, etc. Donc moi, j'ai tout. J'ai de l'épargne salariale, j'ai encore mon PE d'il y a 10 ans, j'ai Sanofi et j'ai un CTO et j'ai une assurance vie. D'ailleurs, j'ai plusieurs CTO. J'ai évidemment un PEA. J'ai pas de PER parce que ça m'intéresse moins comme enveloppe, mais en soi, je me verrais bien en ouvrir un jour si j'en ai l'utilité. J'en ai pas l'utilité dans l'immédiat. Mais n'opposez pas les enveloppes. Profitez plutôt des forces et des faiblesses de chacune. Pour l'immobilier, je vais éviter les charges de travail supplémentaires. Je ne suis pas à l'aise avec l'idée d'avoir des locataires. Location commerciale ou SCPI m'intéresse. Je tiens à devenir propriétaire de ma résidence principale, mais je prévois de louer avec ma copine en attendant de trouver un projet de rénovation coup de cœur. Top. Écoute, ça, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que déjà, ce que tu pourrais faire, ce qui pourrait être intéressant dans ton cas, il y a deux choses qui pourraient être intéressantes, mais je pense que le plus intéressant dans ton cas, c'est si tu veux faire de l'immobilier et que tu veux pas être les mains dans le cambouis et que tu veux acheter ta résidence principale, tu pourrais faire de la SCPI en démembrement. Donc acheter la nue propriété. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as l'usufruit et la nue propriété, ça fait une part complète. Et donc celui qui est usufruitier, il va toucher les loyers. Donc généralement, quand tu achètes une part de SCPI en pleine propriété, bah, tu es à la fois usufruitier et nu propriétaire. Enfin, c'est la même chose. Et donc tu touches les loyers et tu es propriétaire de la part juridiquement. On peut démembrer la part, on peut séparer les deux produits. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que toi, tu peux acheter la nue propriété d'une part. Et donc, tu ne vas pas toucher les loyers pendant un certain temps. C'est un usufruitier qui va les toucher. C'est typiquement quelqu'un qui investit avec sa holding. Toi, tu as un statut un peu spécial. C'est ce statut-là, le SELARL. Et donc, il y a plein de limitations en termes d'investissement pour ces professions médicales. Je suis pas sûr que tu puisses faire de l'usufruit avec cette holding-là. Par contre, ce que tu peux faire, c'est acheter de la nue propriété en perso, aucun problème. Et donc, tu vas tout simplement pas toucher de loyer pendant, on va dire, 3, 5, 8 ans. Ça dépend de la clé de démembrement que tu choisis. Et à la fin, ce qui est très intéressant, c'est que tu auras acheté ta part pour moins cher. Donc, tu auras une décote sur ta part qui peut aller, généralement, si on achète, ça dépend de la clé, mais en gros, c'est pour 5 ans de nue propriété, c'est 20-25%, on va dire, de décote. Donc, tu achètes la part pour moins cher et ensuite, tu commences à toucher les loyers à la fin du démembrement quand on reconstitue la part. Et donc, ça, c'est assez intéressant parce que du coup, tu n'es pas fiscalisé pendant 5 ans, tu as acheté les parts moins chères et vu que toi, tu n'as pas vraiment de pression fiscale, donc c'est pour ça que la situation n'est pas si évidente que ça. Mais théoriquement, si tu avais une tranche marginale d'impôt élevée, typiquement à la fin de ta période, là, je crois que c'était 5 ans plus 3 ans, donc dans 3 ans, tu vas commencer à payer des impôts. Dans 3 ans, tu seras tout de suite à 45% de tranche marginale, ou en tout cas à plus de 30%, c'est sûr. Et donc à ce moment-là, les loyers que tu toucherais via la SCPI, ça viendrait juste alourdir ton imposition parce que tu paierais la tranche marginale dessus. Enfin, tu paierais 40% dessus. Avec la nue propriété, tu paierais rien, tant vu que tu touches pas de loyer et tu commenceras à toucher les loyers au moment de la reconstitution. Et ça, c'est potentiellement intéressant pour toi parce que tu ne fais rien. Après, il faut choisir les bonnes SCPI. Il y a des SCPI avec frais, sans frais d'entrée. Il y a des SCPI... Les SCPI qui mettent pas de frais d'entrée, ils mettent un peu plus de frais de gestion. Il y a des SCPI qui sont spécialisés, des SCPI qui sont généralistes. J'ai reçu le gérant de Hiroko et de Quorum en Finari Talk. Donc allez voir ça si vous voulez avoir les avis de 2 gérants qui viennent de 2 écoles différentes. Mais effectivement, c'est intéressant. Et acheter sa RP, c'est très bien. Je pense qu'il n'y a pas de... C'est plutôt une question philosophique qu'autre chose. Je pense allouer de façon passive 5 à 10% de mes investissements à la crypto, bien qu'inconnu pour moi, BTC et ETH, Bitcoin, Ethereum. Bon, écoute, nous, sur Finari, c'est ce qu'on voit le plus. C'est 80% de nos volumes. Le mieux, c'est de faire du DCA. T'investis tous les semaines. Je pense que c'est la périodicité que je préfère. Moi, c'est en tout cas ce que je fais sur Finari. D'ailleurs, je publie sur mon compte X régulièrement mes performances. Pas pour me la péter, mais juste pour vous montrer que j'ai une bonne performance alors que j'ai rien fait. J'ai juste acheté 50 € de Bitcoin et 50 € d'Ethereum toutes les semaines depuis, je crois que c'est... août ou septembre 2024, je me souviens plus exactement, 2023 pardon. Donc depuis qu'on a lancé le produit, moi j'investis toutes les semaines et ouais, ça marche forcément bien. J'ai profité de la hausse, mais bon, le Bitcoin il a une performance qui est de plus de 50% annualisée depuis sa création, donc forcément, non, plus de 100% annualisé. C'est assez impressionnant, ça va pas durer éternellement, mais pour l'instant c'est une classe d'actifs et ce qui est bien c'est que tu veux mettre une petite partie de tes investissements et ça je trouve ça hyper logique. Donc oui, c'est logique, BTC, ETH c'est assez logique. Tu pourrais même aller plus loin et dire je fais que du Bitcoin parce que c'est vraiment l'actif un peu de référence et qui est en train de vraiment prendre le pas sur tout le reste. Et en plus, il y a les ETF Bitcoin, il y a des boîtes qui investissent leur trésorerie dans Bitcoin. C'est assez intéressant, mais 5 à 10%, c'est très bien. En DCA, c'est très bien. Et pourquoi pas, si les portes s'ouvrent à moi, faire du private equity. Alors pourquoi elles ne s'ouvriraient pas à toi, les portes du private equity? Elles pourraient s'ouvrir à toi. On t'a préparé une petite analyse parce que je pense que c'est assez intéressant et vous allez voir aussi comment raisonner sur le private equity. Du coup, les questions avant qu'on regarde ton profil. Devrais-je garder du cash en fonds en euros Esther en vue de l'achat de ma RP dans 5 ans? Devrais-je envisager un PER pour réduire la masse d'impôts qui va me tomber sur la tête? Dois-je repenser ma stratégie trop passive? Allez, on découvre ça ensemble. C'est parti.
Donc ce patrimoine, bah, on l'a vu, hein, beaucoup d'actions et un peu de livrets. Qu'est-ce qu'il y a dans les actions? Donc il y a un PEA qui est déjà, est-ce qu'il est déjà au plafond? Pas encore, parce que tu as 18 000 € de plus-value pour un PEA qui vaut 158 000, donc voilà, tu as a priori contribué 140K. Donc full MSCI World. Regardez, on me dit toujours, est-ce que c'est pas trop risqué? Est-ce que c'est pas ci? Est-ce que c'est pas ça? Bah là, il y a quelqu'un qui a 158 000 € de PEA, qui a 138 000 € sur une position et qui est à l'aise avec ça. Les frais, bah, ils sont hyper bas, ils sont à 0,28%. Donc là, c'est le top, pas de frais de transaction. Tu auras bientôt tapé le plafond. Donc ça pourrait être intéressant d'ouvrir un PEA PME pour aller chercher un 75 000 € de plafond supplémentaire. Tu pourras pas faire le MSCI World, par contre, tu pourras faire du small cap, ça peut être intéressant. Tu pourras faire aussi du stock picking, ça t'intéresse pas a priori, mais pour les fonds, les ETF, small cap, ça peut être pas mal. Ta compagne aussi peut ouvrir un PEA. Alors, elle travaille en Espagne. J'ai pas compris si elle travaille en Espagne ou si elle étudie en Espagne ou si elle compte revenir en France. Mais si elle redevient résidence fiscale française, elle peut ouvrir aussi un PEA et investir à son tour. Ça peut être intéressant. Effectivement, là, à mon sens, il faut ouvrir une assurance vie et un CTO, minimiser les frais, maximiser et faire du passif. Tu peux très bien faire la même chose. Peut-être faire un peu plus de, je sais pas, faire que US sur l'un, que Europe sur l'autre. Avoir ou sinon full MSCI World pour vraiment pas se prendre la tête et avoir une allocation qui est hyper simple. Et on voit quand même le MSCI World, hein, ça s'appelle MSCI World, mais en fait ça s'appelle MSCI US en réalité, puisqu'il y a 72% des États-Unis, 5,5 Japon et la France. Bon, nous on est minuscule, hein, et je pense que là si on enlève LVMH, Total et Hermès, on est insignifiant dans l'indice, mais on voit quand même que c'est très heavy sur c'est 75% même d'Amérique du Nord, parce qu'il y a aussi le Canada là-dedans, et que 16% Europe. Et c'est en train de baisser. Quand j'ai commencé les vidéos, je crois qu'on était à 65%. Vous pouvez regarder les vieilles. 65%, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'est il y a 18 mois. Donc les États-Unis sont vraiment en train de prendre le pas. Est-ce que tu as besoin d'un PER à ajouter là-dedans? Bah non, non, je pense pas, parce que déjà, c'est jamais une bonne raison de minimiser la fiscalité comme premier critère. Il faut maximiser l'investissement. Et donc PER, oui, il a des avantages, mais il a aussi des inconvénients, notamment des frais. Donc si ta TMI est très élevée d'ici quelques années, oui, ça peut être intéressant pour verser ce que toi tu pourras. C'est marqué sur votre avis d'imposition, tout en bas, il y a marqué combien vous pouvez verser sur votre PER. Et généralement, si vous n'avez jamais versé, vous pouvez verser le stock cumulé des 3 dernières années. Donc vous pouvez faire un gros versement la première année, et après chaque année c'est capé. Mais en tout cas, vous venez défiscaliser. Et surtout, il faut investir sur des ETF, et idéalement en gestion libre si vous êtes à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise, prenez de la gestion pilotée. Mais là, si vous regardez les vidéos, il faut commencer un peu à comprendre comment fonctionne le film. Donc ça peut être intéressant, ce serait pas la première chose que je ferais. Je trouve que le CTO et l'assurance vie sont peut-être plus intéressants, surtout que là t'es pas fiscalisé pour l'instant, donc te pose pas la question. Et aussi l'argent est bloqué, c'est hyper important, l'argent est bloqué. Alors oui, tu peux le débloquer pour la RP, mais t'es refiscalisé à la sortie, donc voilà, vu que si en plus tu le débloques au moment où tu travailles encore, ta TMI, elle va pas vraiment baisser, elle va être très élevée, donc voilà. Je suis pas sûr à 100% de la pertinence à court terme. Pour moi, assurance vie, c'est plus intéressant, et compte titre aussi. Est-ce que tu devrais garder du cash? C'est une bonne question, on va regarder combien tu as de cash. Tiens. Donc là, tu as le LEP du dentiste à 12 000 € de décès apparemment, il est quand même marrant celui-là. Ça doit être celui-là, le LEP, là, c'est capé à 10 000, donc ici, tu as les intérêts dessus. Donc, est-ce que tu as besoin de faire de l'ester pour ta RP dans 5 ans? Non, c'est trop long. Je pense que faire plutôt du compte titre dans ce cas-là, compte titre, faire un mix obligation-action, peut-être 60% obligation, 40% action, ça me semble pas déconnant du tout. Tu limites quand même vachement le risque. Tu pourrais faire du fonds euro dans l'assurance vie, mais ton contrat n'aura pas 8 ans, donc tu bénéficieras pas vraiment de l'avantage en sortie, en tout cas pas immédiatement. Donc ça peut être intéressant sur un CTO, sinon tu peux aussi te servir dans ton PEA. Mais non, je n'irais pas laisser pendant 5 ans de l'argent sur l'ester, parce qu'aujourd'hui l'ester il est à combien? Il doit être à 3%. Vous pouvez aller voir sur le site de la Banque Centrale, hein, de Christine Lagarde, elle vous le donne tous les jours avec plaisir, il est à 3,164%. C'est pas mal, hein, mais c'était beaucoup plus haut il y a très peu de temps, et c'est en train de baisser assez drastiquement. Donc là, si on regarde le taux de l'ester sur ces derniers, regardez, c'est fou, hein, entre juin et maintenant, on a perdu quasiment 100 points, hein, on a perdu 80 points de base. Donc on est passé de 3,91 à 3,16. Donc ça a beaucoup baissé très vite. Là, vous voyez les coupes de la Banque Centrale à chaque fois. Forcément, est-ce que dans 5 ans, on ne sera pas encore beaucoup plus bas? Moi, je pense que si. Tu regardes sur 5 ans, d'ailleurs, on était hyper intéressant. On était très bas, hein, on était en négatif. Après, c'est monté très fort, c'est allé à 3,90 et maintenant, ça redescend doucement et ça va probablement continuer à baisser. Parce qu'il n'y a pas d'inflation, en fait, et le mandat de la Banque Centrale, c'est de contrôler l'inflation. Donc, s'il n'y en a pas, aucune raison de garder les taux hauts. Surtout que les taux hauts bloquent l'épargne dans des placements qui sont peu productifs et empêchent les acteurs rationnels, les agents rationnels comme vous et moi, d'investir sur des placements plus risqués. Je pense que ça bloque du stock inutilement. Donc, je suis pas sûr que ce soit intéressant pour toi.
fois. Est-ce que tu dois pas repenser ta stratégie trop passive? Non, pourquoi? Elle est très bien ta stratégie, c'est top. MSCI World, t'as fait une plus-value pour l'instant, tout va bien. T'as un petit prêt amortissable. Non, pour moi, tu peux déjà envisager, je pense, une RP à court terme si tu arrives à la trouver. Mais si c'est dans 5 ans, non, ne bloque pas cet argent, continue à faire ce que tu fais, ouvre d'autres enveloppes pour aller diversifier. Et le private equity, tu disais, est-ce que ça peut être intéressant? Alors déjà, c'est quoi le private equity? C'est une classe d'actifs qui comprend plusieurs sous-classes d'actifs. Donc le principe, c'est d'investir dans des boîtes qui sont privées par opposition aux public equities qui sont des boîtes cotées en bourse. Donc LVMH, c'est public equities et typiquement Finaris, c'est du private equity, c'est une boîte qui est privée. Maintenant, il y a à boire et à manger dans le private equity. Le vrai private equity au sens professionnel du terme, ce qu'on appelle des FPCI, c'est la forme de fonds. Et c'est des fonds qui sont accessibles à partir de 100 000 euros, donc à des investisseurs qui sont considérés comme professionnels. Et donc ils sont professionnels parce qu'ils sont riches, tout simplement. Ou alors ils viennent de la finance, mais généralement c'est juste qu'ils ont beaucoup d'argent. Et il y a plusieurs critères, il y a 3 critères, il faut en remplir 2. Donc 100 000 euros minimum d'investissement, vu ton cash flow, en réalité, tu pourrais en faire, je pense, assez rapidement. Là, ça me semble un peu juste, mais je pense d'ici 1 an, c'est carrément envisageable. Et donc, le fonds de private equity, généralement, il dure 10 ans. Il y a plusieurs types de stratégies. J'ai reçu plusieurs gérants de private equity, d'ailleurs. Il y a de l'infrastructure, il y a du LBO, du leverage buyout, qui n'est pas intéressant en ce moment parce que les taux sont très élevés, donc ça coûte très cher de prendre de la dette, même si les taux baissent. Et ce qui marche très bien en ce moment, c'est le secondaire. Donc, on rachète ce qu'on appelle des GP stakes, on rachète des portefeuilles à d'autres fonds de private equity. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a moins cet effet, ce qu'on appelle la J-curve sur le private equity, c'est-à-dire qu'on investit maintenant et ensuite on a une performance qui est assez négative parce qu'il faut déployer le cash, mais pour l'instant on achète des sociétés privées, donc on va pas les revendre le lendemain, on va les revendre dans 5 ans. Donc on investit beaucoup pendant la phase de ce qu'on appelle de collecte, donc le fonds fait des appels de fonds. Je vais vous le montrer visuellement parce que là je pense que je suis en train de perdre tout le monde. Donc voilà, ça c'est la première phase. On fait ce qu'on appelle les capital calls. On appelle les fonds, hop, chaque année. Et ensuite, évidemment, on commence à investir assez rapidement, mais bon, on commence pas à vendre des parts encore. Et donc là, on commence à vendre des participations, on va dire, à l'année 6. Là, c'est un peu mal fait. En réalité, c'est un peu plus tard, plutôt comme ça. Et donc, on commence à reprendre les fonds. Et donc là, on voit que la performance, elle est générée en réalité fin d'année. Et donc, les TRI, les performances des fonds de private equity sont lunaires. Les meilleurs fonds font des TRI de 15-20%. Donc TRI, c'est la performance annualisée. Donc c'est énorme. C'est énorme. En plus, vous avez un espèce d'effet de levier si vous faites du private equity de façon régulière. Et donc voilà, ce que je disais, c'est le plus intéressant en ce moment, c'est le secondaire parce que vous n'avez pas moins cet effet de J-curve parce qu'en fait, vous arrivez assez tard. Vous arrivez sur des boîtes qui sont déjà assez matures et qu'on va revendre assez rapidement. Donc l'argent que vous mettez aujourd'hui, il va être redistribué très vite. L'autre chose qui est intéressante avec le private equity, c'est que, vous voyez là, les capital deployed ici, les capital calls se font progressivement. Donc si vous mettez 100 000 euros aujourd'hui, en fait, vous n'allez pas les investir aujourd'hui, vous allez les investir progressivement. On va vous appeler, on va vous dire, allez, c'est 40 000 euros la première année, puis ensuite c'est 20 000 euros, puis ensuite c'est 20 000 euros, etc. Et donc vous lissez aussi comme ça votre cash flow. C'est beaucoup moins impactant que de mettre 100 000 euros jour 1. Et c'est ça qui améliore aussi le TRI. Et on t'a fait une petite simulation qu'on partage avec nos clients Finary One, donc les clients de gestion privée. Et donc ça, c'est ce qui peut se passer si vous avez les moyens d'investir 100 000 euros chaque année, ou de commit 100 000 euros, parce qu'en réalité, vous n'avez pas à mettre 100 000 euros chaque année. Donc typiquement, là, on est en 2024, on va dire qu'on va mettre sur des fonds secondaires. Donc ça, c'est les fonds secondaires, je vous le disais, c'est des fonds qui vont plus rapidement retourner l'argent parce qu'ils achètent des portefeuilles existants. Ils vont pas eux-mêmes constituer leur portefeuille. Et donc ce qui se passe, c'est que là, en année 1, on investit dans un premier fonds. Puis en année 2, on investit dans un deuxième fonds qui fait la même stratégie ici. En année 3, on continue. En fait, chaque année, on investit dans un nouveau vintage. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça permet de lisser le risque, la variance, puisque les millésimes, comme le vin, il y a des millésimes très différents en fonction de ce qui se passe dans le marché. Si vous avez investi en 2021, vous avez acheté le pic de la bulle. Si vous investissez aujourd'hui, les valorisations sont beaucoup plus raisonnables dans les marchés privés. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, le but, c'est de vraiment faire des vintage. C'est pas d'investir une fois et après d'arrêter de faire du PE, c'est de faire du vintage chaque année. Et c'est ce que font les grosses fortunes. Et donc, ce qui se passe en fin d'année, c'est qu'effectivement, en 2024, vous avez un cash flow négatif. Vous avez fait un premier, vous avez commit 100 000 euros et on vous a appelé 49 000 euros. La deuxième année, on vous a appelé un petit peu, à peu près la même chose. Et vous voyez qu'en année 3, vous commencez à avoir des flux parce que vous avez des flux positifs qui commencent à compenser les flux annuels, les flux négatifs, pardon. Donc vous avez des rentrées qui commencent à compenser les sorties. Donc au global, vous êtes encore débiteur. En année 4, en réalité, vous êtes quasiment plus débiteur, vous payez plus que 1 000 euros et en année 5, vous commencez à gagner de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait, les distributions de vos premiers investissements payent les appels de fonds de vos derniers. Et vous voyez un peu la mécanique dans laquelle vous rentrez.
Donc ça, c'est magique en réalité. Et donc, vous voyez, plus on avance, plus on commence à gagner de l'argent. Et donc, c'est des montants qui sont quand même très conséquents. Et là, c'est votre argent qui travaille pour vous-même. En fait, c'est vraiment les rentrées d'argent des premiers investissements qui payent les derniers investissements. Ça, c'est une mécanique qui est très commune chez des investisseurs de private equity. Et c'est le démarrage qui est un peu à froid parce que vous voyez, là, pendant 3, quasiment 4 ans, vous allez payer, en 3 ans, vous allez payer de votre poche, vous n'allez rien gagner. En tout cas, vous allez être débiteur net et après, vous commencez à gagner. Mais c'est vraiment cette mécanique-là dans laquelle il faut se lancer. Donc, si tu veux faire du PE, pourquoi pas? Chez Finary One, on en propose, mais attention, évidemment, c'est à partir de 100 000 euros, c'est pour les investisseurs avertis et c'est extrêmement illiquide, c'est-à-dire que là, le fonds, hein, on vous le dit clairement, vous n'allez pas sortir du fonds avant, là, on a mis année 14, mais en réalité, ça peut être un peu moins. Mais non, en fait, c'est ça, c'est entre 10 et 14 ans, donc les fonds peuvent être prorogés plusieurs fois. Donc ça peut durer très longtemps, c'est illiquide, il y a des fonds, il y a des plateformes de secondaire, mais en réalité, pas vraiment un gros marché, donc c'est illiquide, l'argent est bloqué, c'est évidemment risqué, par contre, les meilleurs fonds font des TRI de dingue, et surtout, vous pouvez avoir cette mécanique où les distributions des premiers investissements payent pour les appels de fonds des derniers. Ça, c'est vraiment beau, mais ça prend un peu de temps à mettre en place. Donc pourquoi pas, dans ton cas, faire du PE? Je pense que c'est complètement adapté à ton profil dans quelques années, ou maintenant si tu as déjà des liquidités en plus, mais c'est quelque chose qui est assez intéressant. Si vous voulez d'ailleurs être accompagné par Finary One, on vous met le lien dans la description, mais sachez que si vous n'avez pas 100 000 euros, c'est pas très grave au final, vous avez quand même des super outils à votre disposition, vous pouvez faire du MSCI World, vous pouvez faire des taux, vous pouvez faire du fonds en euros, donc vous avez aussi des outils. Le private equity, ça viendra plus tard, une fois que vous aurez un peu plus de fonds. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé. Franchement, ta stratégie, elle est très bien, c'est très cohérent, il n'y a pas de gras. T'as une situation exceptionnelle. T'as bien travaillé évidemment, hein, ça c'est pas tombé du ciel, mais t'as vraiment une chance et tu l'exploites à fond. Je trouvais ça c'est trop bien. Tu gagnes beaucoup, mais tu investis la vaste majorité, 86% de ce que tu gagnes, donc top. Est-ce que tu pourrais être Barista Fire? Franchement, si on pouvait faire un pari, moi je parierais sur Polymarket, je parierais tout ce que j'ai sur toi parce que c'est évident que tu vas le devenir. Tu pourras acheter ta résidence principale, ta résidence secondaire, il n'y aura aucun problème, tu pourras t'endetter pour faire ça. Tu pourras faire de la SCPI en nue propriété si t'as pas envie de gérer des biens et t'as envie de maximiser le nombre de parts que tu détiens et bénéficier de la petite décote. Tu pourras faire du private equity pour avoir le fameux la cascade là que je t'ai montré et tu pourras travailler à ton rythme et ça c'est quand même beau. Donc bravo pour ce que tu as fait. Si vous voulez vous aussi investir 12 000 euros par mois, devenez dentiste les amis et allez en ZRR. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il l'a fait, donc vous pouvez le faire aussi. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, vous avez une situation qu'on n'a pas encore évoquée ou qui est un peu différente ou qui est intéressante et que vous posez des grosses questions, vous postulez, le lien est dans la description. On a des milliers de candidatures, mais chaque semaine, l'équipe sélectionne, il y a toujours un gros débat. On sélectionne les profils les plus intéressants pour que ça vous aide et pour que collectivement on devienne des meilleurs investisseurs et que voilà, on puisse payer notre retraite et tous devenir Barista Fire comme notre chirurgien dentiste. Soyez prudents, faites comme des bons investissements et je vous dis à très vite